Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de Future of Work et aujourd'hui je suis en compagnie de William Palandre juste en face de moi. Comment vas-tu William ? Bah écoute, ça va très bien, très bien. On est jeudi matin. Exactement. Tout va bien. Exactement, entre une prestation immobilière pour toi et des prestations pour les clients l'après-midi. Alors, prestation immobilière, c'est la version un peu classe. Hein. C'est ça. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, j'étais en train de porter du placo et des blocs-portes sur un nouveau projet, mais on va dire investisseur immobilier en temps partiel. Allez, très bien, ça me va. Et justement, ça me permet de te poser la première question. Quelle est ton activité aujourd'hui, ton activité principale professionnelle ? Alors, principale et actuelle, donc j'ai cofondé Convertix, on est une agence d'ADS. On va accompagner des entreprises de services et de e-commerce à aller chercher davantage de clients grâce à la publicité en ligne. Le but, c'est pas juste d'avoir des clics, mais vraiment d'avoir de la visibilité rentable. On fait pas de notoriété, on fait vraiment chercher des clients pour nos clients. Ok. Et alors, est-ce que vous êtes sur des régies en particulier ? Ouais. Bah, on a commencé 100% Google Ads au début, et en fait, Google Ads, nos clients Google Ads nous ont demandé de passer sur du Meta. À la marge, on va faire du LinkedIn Ads, on va faire du TikTok Ads, on va toucher à des leviers SEO, mais le gros de l'activité, on va dire 90% de notre activité, c'est Google et Meta. Meta, Instagram et Facebook. Ouais, ok. T'es assez jeune, hein, il me semble, William. T'es sur la fin de la vingtaine, c'est ça ? Je suis sur la fin de la vingtaine, j'ai 26 ans, bientôt 27. Ouais, ok. Milieu fin. J'entreprends depuis pas mal de temps et dans le digital, en fait, j'y suis depuis un petit moment. J'ai commencé dans le développement au tout début, je faisais du code étant gamin, je développais mes premiers sites pour des associations et je suis monté un peu en gamme. Vite dans le digital, j'ai fait un petit détour par le recrutement. Je suis allé en société de conseil en ingénierie, j'ai appris le recrutement, le développement commercial, le management. J'ai monté un cabinet de chasse de tête qui a marché très vite, très fort. Le problème, c'est que le recrutement pour les autres, ça m'est sorti par les yeux. C'était très rentable, mais l'adéquation homme-projet était pas vraiment là et j'ai pété en vol, quoi. D'accord. Tu prenais plus de plaisir à faire ça. Alors, non seulement je prenais pas le plaisir, mais je pensais que le côté rémunérateur du métier suffisait. Le problème, en fait, c'est que quand le corps suit plus, alors je me souviens, c'était le 20 novembre 2023, si je vais dans les détails. J'avais défoncé mes objectifs de recrutement. J'avais fait 4 recrutements sur un objectif de 2 par mois. Et j'étais pas satisfait de mon résultat parce que je savais qu'au 1er décembre, les KPI retournaient à 0. Et là, ça a été me rendre compte de ça, ça a été un peu la descente aux enfers de mon côté. Mes leviers de motivation étaient peut-être pas alignés aussi avec le métier. Et du coup, en fait, j'ai pas réussi à redémarrer début janvier 2024. Donc, ça a été une fin d'activité plutôt par le bas. Okay. Du coup, j'ai remercié tous mes salariés que j'ai replacés. Ça s'est très très bien passé. D'accord. Et j'étais ravi de retourner dans le digital, mes premiers amours, avec un modèle beaucoup plus récurrent, alors que le recrutement, c'était rémunérateur, mais c'était au bâton, quoi. C'était vraiment à chaque placement de recrutement. Là où dans l'activité que je fais actuellement, il y a un modèle plus récurrent d'accompagnement dans la durée, ce qui est beaucoup plus sérénisant, quoi. Ouais, c'est plus sérénisant et moins usant aussi de devoir faire un sprint pour aller... Ah, c'est ça. T'as pas ce côté où est-ce que je vais faire mes obs du mois ? En fait, il faut faire le taf. Il faut délivrer, il faut faire de la qualité. On a une super équipe qu'on crée pour ça d'ailleurs. Alors que le recrutement, tu peux avoir tout fait de bien de A à Z. Tu te trouves le profil introuvable et le client te dit écoute, il est super, il est génial, bien joué, j'en veux un deuxième pour comparer. Alors qu'en fait, le profil, tu as 72 heures pour lui faire le premier entretien, le deuxième. Sinon, tu te fais passer devant. Ouais. Ou alors, il est top, je le rappelle, je pars en vacances 3 semaines, je le rappelle en 3 semaines. C'est pas jouable. Sur le type de profil qu'on recrutait, c'était pas jouable. D'accord, je comprends. Donc, très content d'être retourné dans le digital. Voilà. Et donc, c'est là que tu as créé Convertix, justement. Tu parlais de début 2024. Alors pour la petite anecdote, en fait Alexis donc mon associé était déjà dans le digital en tant que consultant Google Ads indépendant. Donc je vais marcher un peu sur son marché quand je me relance. Alexis est déjà en place depuis un petit moment. Il a son périmètre, ça tourne, il se prend pas trop la tête. Il a optimisé son agenda et limite il s'ennuie un peu, il est pas très stimulé. Moi j'arrive tellement content de quitter mon ancien métier, je retourne dans le digital et en gros sur mon modèle récurrent, ce que j'avais fait à l'époque en 2 ans et demi, je le fais en 2 mois et demi. Wow. Donc j'ai charbonné, j'étais
voilà, j'étais bien motivé. Ce qui lui a donné envie qu'on se rejoigne. Donc, il m'a proposé de s'associer, ce que j'ai très vite accepté, même directement, parce que voilà, entre potes, c'est génial. Et donc, on s'est associés en juillet 2024. On a fait notre premier recrutement en novembre, ce qui nous a fait arriver aux balades, notamment. Ok, ok. Comment vous avez découvert d'ailleurs Balade? Comment on a découvert Balade? Eh ben, c'est Kenzie du coworking qui nous a présenté Balade. Kenzie Que vous connaissez, ouais. Non, alors que j'ai rencontré 3 semaines avant sur une conversation Messenger parisienne et qui m'a proposé de se boire un coup, je sais même pas plus pourquoi, tant que ça finalement. Très bon match avec Kenzie. Kenzie nous a dit bah, venez tester tel endroit. Nous on avait en tête d'aller dans dans d'autres endroits. J'étais dans un autre coworking notamment. Et on est venu ici, ça a tout de suite bien matché. C'était à 50 mètres de chez mon associé, donc ça a facilité les choses. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein d'antennes balades un peu de partout. Donc en fait, où qu'on soit quasiment sur Lyon, on n'est pas très loin d'un balade. Donc ça, c'était cool. Ouais. Et moi, j'habitais rue Vauban, 132 rue Vauban. D'accord. Donc Et, à l'autre bout de la rue, donc c'est la rue où on se trouve là exactement. actuellement. Et donc en fait, j'avais juste à descendre la rue. Mon associé était pas loin, donc ça allait tomber super bien. Et en plus, voilà, on y est très bien, donc on y est resté. Et les équipes, ils sont très bien d'ailleurs également. Ouais. Et bah d'ailleurs, parce qu'on en parlait en off avant le début du tournage, c'est un peu particulier que vous soyez là, enfin, toute l'équipe, tu vois. Ouais. On voit beaucoup quand même d'indépendants, de solopreneurs, Ouais. ou vraiment des toutes petites équipes quand tu as, voilà, par exemple, une indépendante avec son alternante. Vous êtes quand même combien chez Convertix? Vous êtes pas mal, hein? On Pas mal est nombreux. 6 maintenant. Ouais. Bon, on est dans le digital, donc on a une vraie flexibilité sur les équipes. Le télétravail se fait beaucoup mieux. Il y en a un qui va être, je sais pas, qui va avoir une contrainte de livraison. Il peut rester largement en télétravail. Le côté présentiel était important pour nous parce qu'on aime bien se voir au quotidien. On travaille ensemble. Se voir, ça facilite la communication, la transmission. Le fait de voir que quelqu'un est à la ramasse sur un sujet, parce que c'est des choses qui arrivent, moi le premier. Le fait de se voir en physique, ça permet de mieux échanger. Et oui, on est en mode équipe, donc on travaille ensemble, on se retrouve très bien sur le modèle. On a choisi un peu un espace du coworking où on est souvent. Que vous avez ensemble. semi-privatisé, on va dire. Vous l'avez, enfin, c'est pas privatisable Non, officiellement, mais effectivement, je vois que on est toujours au même endroit. voilà, vous vous posez toujours là dès C'est le ça. matin. Après, vous plantez un peu le drapeau. Ouais, non, mais c'est ça, c'est au shotgun les places, mais non, mais ça se passe très très bien. La flexibilité, le fait aussi de voir du monde au quotidien, ça fait qu'on n'est pas que entre nous. À midi, on mange avec les autres personnes du coworking, donc c'est très cool, on échange. Tout le monde s'est bien intégré et tout le monde y trouve son compte parce que en termes de géographie, tout le monde, enfin, c'est un peu l'épicentre de chez tout le monde, on va dire. Ouais. Rue Vauban est vraiment au milieu de tout le monde d'un point de vue logement, donc ça va super bien. Et même le fait de croiser du monde au quotidien, le fait de pouvoir changer de temps en temps ça va très bien. Très très cool. Donc c'est le meilleur des deux mondes, quoi, entre le côté bureau privatif pour vos équipes et en même temps faire partie d'un espace plus grand, un Ouais. espace de coworking avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. Et la flexibilité par exemple, on a Quentin dans les équipes qui est parti faire le tour d'Europe. Donc, fallait voir pour qu'il puisse travailler tout en faisant ça. On n'a pas eu de préavis. On a pu couper son contrat balade. Et là, il revient. Et là, le contrat a été pris. Et d'ailleurs, sur le nouveau mode de fonctionnement balade, j'ai pu reprendre sa place avant même qu'il revienne parce que du coup, il a des crédits qui seront même reportables. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus flexible. On a Sébastien qui a été en arrêt parce que c'est des choses qui arrivent. Et ça a été super flexible, donc Ouais. ça se passe très bien. On est content et on est toujours là, donc ça se passe très bien. Eh ben, trop bien. C'est le meilleur signe, effectivement, que ça se passe bien si vous êtes encore là aujourd'hui. Je voulais te poser des questions maintenant sur vraiment ton activité, ton métier plus précisément. Donc, Convertix, tu auras l'occasion de nous en parler justement. Qu'est-ce que tu préfères au quotidien? Qu'est-ce que tu préfères faire et pourquoi? Alors moi, au niveau de mes leviers de motivation, j'ai vachement tout ce qui va être le dépassement de soi, le fait d'atteindre des objectifs, d'aller au-delà et de créer. Donc moi, ce que j'aime le plus dans l'activité aujourd'hui comme elle est, c'est vraiment le côté développement, faire développer la société. Développer la société d'un point de vue pilotage, développer la société d'un point de vue portefeuille client. La partie opérationnelle de la gestion publicitaire, c'est les consultants qui s'en occupent maintenant. Ça m'intéresse de garder un pied, de connaître toujours l'opérationnel pour pouvoir le vendre notamment.
Mais moi, ce qui me plaît plus, c'est d'aller conquérir des marchés, d'aller rentrer des nouveaux clients. J'ai l'adrénaline de la signature du petit mail completed quand tu as une nouvelle signature. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Après, j'ai aussi le fait d'explorer des nouvelles manières de faire de l'acquisition. Là, par exemple, là, juste avant d'arriver, on a commencé vers 10h le podcast. J'étais ravi de voir qu'on a eu 4-5 retours positifs de call mailing ce matin, ce qui est assez exceptionnel. Donc, on espère que ça va continuer dans la journée et même dans les prochains jours. C'est cette adrénaline de développer l'activité, moi, qui me plaît. Ouais. On a ce KPI récurrent, comme je te disais, qui augmente. Alors, des fois, ça fluctue. On a eu pas mal de difficultés sur cette année 2025 avec de la croissance qui était plus de la croissance avec de la décroissance par ailleurs, mais qui est toujours plus agréable que le one-shot comme je faisais avant. Ok, trop bien. Et c'est marrant parce que pour le coup, vous aidez vos clients dans leur acquisition, hein, finalement, c'est vraiment ça que vous vendez, hein, c'est le fait de leur générer un certain nombre de leads par mois. J'imagine que c'est un petit peu ça, les métriques que vous allez suivre. Et vous l'appliquez un petit peu à vous-même, quoi. Il y a un petit peu un côté mise en abîme, un peu inception, tu vois, on doit aussi être bon en acquisition pour nous-mêmes, pour faire grandir le business. Comment toi, tu perçois ça? Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir un business où ce que tu vends en termes de prestations, tous les business ont une problématique d'acquisition. C'est ça. Alors, certaines plus que d'autres. Il y a des cœurs de métier dans lesquels on a plus de demandes que de capacité à délivrer. Et donc, de toute façon, on troque toujours un problème pour un autre. Quand on a des problèmes de livraison, on va avoir des problèmes de recrutement, ou alors on va avoir des problèmes techniques, de matériaux. Nous, l'enjeu de notre activité, c'est la partie acquisition. Donc, pour une agence d'acquisition, ça ne devrait pas être un sujet. L'exemple, c'est la partie publicitaire. On nous demande souvent, est-ce que vous faites de la publicité pour vous-même? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça va faire cordonnier mal chaussé, mais en termes d'acquisition, on peut le faire et ça fonctionne pour nous. Le problème, c'est le coût par acquisition. Aujourd'hui, nous, on insiste, on aide nos clients à trouver des clients, mais on veut faire des opérations rentables. Tout le monde peut trouver des clients avec de la publicité. La question, c'est est-ce que c'est une opération qui va être rentable? Si tu es ostéopathe et que tu cherches à développer ta clientèle, si tu payes 400-500 euros ton nouveau client, oui, ça marche, tu trouves des clients, mais c'est pas rentable. Ça s'inscrit pas dans une structure de marge cohérente. C'est ça. Nous, aujourd'hui, avec la publicité, on pourrait faire de l'acquisition et avoir une structure de marge cohérente. Le problème, c'est que le coût par acquisition d'un nouveau client est stratosphérique par rapport à ce qu'on arrive à avoir avec d'autres canaux. En étant malin, en faisant du networking, en faisant du call mailing, on arrive à avoir des coûts d'acquisition de nouveaux clients qui sont dérisoires par rapport au reste. Okay. Donc c'est un peu la balance dans laquelle on est. Ce qui marche un temps marche moins sur un autre temps. Pour te dire, typiquement, le septembre 2024 par rapport à septembre 2025, on met 2 fois plus de quantité de mails et on a signé 4 à 5 fois moins de clients. Parce que le marché bouge, parce que tout évolue dans le digital. Mais oui, par contre, oui, on a un vrai enjeu d'acquisition. Et le problème de notre cœur de métier aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de barrières à l'entrée sur ce qu'on fait. Tout le monde peut facilement se prétendre prestataire du digital, faire de la publicité et de l'acquisition. Maintenant, là où on voit la différence, c'est entre, j'allais dire, la qualité d'exécution. On audite du travail d'autres consultants, d'autres agences, et on voit clairement l'écart. On voit clairement des choses de bas niveau, des consultants qui ne savent pas faire de tracking, donc d'identification d'origine des prospects. Et ça, dans des agences assez dimensionnantes qu'on voit qui sont assez dimensionnantes, quoi. Qui devraient être à un bon niveau, qui facturent qui facturent très cher et qui font un travail qu'on va juger de médiocre, de faible qualité, quoi. Ouais. C'est là où on essaie de se différencier, d'ailleurs. Ok. Donc vous, c'est vraiment sur la qualité du travail en elle-même. La qualité, la réactivité. Alors la qualité, les standards, je ne vais pas dire non plus qu'on fait... niveau qualité, je pense qu'on a la moins bonne qualité de nos clients est assez bonne. D'accord. Et d'un très bon niveau. Quand tu dis la moins bonne qualité de vos clients, c'est-à-dire, en gros, même les moins bons résultats que vous avez, tout est relatif, hein, sont quand même déjà décents. C'est ça. Oui, c'est ça. Et surtout qu'on n'est pas expert en tout. On n'est pas expert sur 20 000 régies. On ne fait pas comme certaines agences vont avoir. On est des consultants qui sont experts sur une dizaine de plateformes. Nous, nos consultants, ils bossent sur une plateforme, 2 plateformes. Sur 2 plateformes maximum, Meta et Google. Et en fait, juste sur une seule plateforme, tu as un métier entier à créer. Sauf que nous, on prend la plateforme et on l'a creusée vraiment sur vraiment chaque détail, micro-détail de cette plateforme. Là où on va avoir d'autres agences où ils vont survoler plein de plateformes et dès que ça devient compliqué, ils vont appeler les régies pour demander des conseils. Les régies qui vont donner des conseils
d'autorité parce que c'est des représentants de la régie, Bien sûr. mais qui vont plus aller dans le sens de la régie que dans le sens du client Vraiment de final. l'intérêt du client. Ouais. Et nous, notre objectif, c'est bon sens paysan, c'est notre client, il doit avoir le plus de résultats pour le moins de pognon possible. Évidemment. Donc, quand un client me donne 2000 euros de budget mensuel, par exemple, si avec 1500, je peux avoir les mêmes résultats qu'avec 2000, je vais essayer de lui faire dépenser 1500. Alors, il y a certains clients qui vont nous dire qu'il faut cramer les 2000 balles, sinon le budget est perdu. Bon, ça, c'est un cas à part. Mais on a essayé vraiment d'avoir l'approche pince et de dire max de résultats avec le minimum. Parce que nous, on leur coûte, parce que tout coûte cher aujourd'hui et que le but, c'est qu'ils soient méga rentables. Ouais, et puis parce qu'ils soient plus satisfaits aussi. Ouais, c'est ça. Et le valoriser. Et aussi, là où je pense qu'on se différencie pas mal, c'est sur le côté communication. Beaucoup d'agences, la réactivité, c'est 2-3 semaines pour répondre à un mail. Bon, ça, c'est peut-être la mauvaise exception. Nous, on a une conversation WhatsApp avec chacun de nos clients. Quand on a une question d'un client, 24-48 heures maximum de réponse. Mais en général, plutôt 2-3 heures, 4 heures. Et ça, il y a quasiment pas ça sur notre concurrence côté agence. Côté indépendant, c'est pas la même chose. Mais on arrive à avoir une fiabilité, un modèle agence assez flexible. Pour combien de temps? Peut-être qu'avec en développant, on changera, on se structurera davantage. On peut être méga réactif. Et ça, c'est nos clients qui nous disent que ça change de leur agence précédente. Et d'ailleurs, on récupère pas mal de clients de grosses agences. Et les clients, d'ailleurs, vos clients, ils sont basés en région lyonnaise principalement ou partout en France, voire dans le monde? Alors, principalement en France, on a quelques clients à la marge en Belgique, aux États-Unis, à Dubaï, mais c'est vraiment à la marge. Le gros de l'activité est en France. Je vais dire, on doit avoir 40% du portefeuille Rhône, 30% Île-de-France et le reste un peu partout dans la France, quoi. Après, ça reste un métier où finalement, après l'acquisition, c'est beaucoup du bouche à oreille. Un client content, on amène un autre. On est bien référencé, donc forcément, les gens nous trouvent beaucoup en région Rhône-Alpes parce quand tu tapes agence Google Ads Lyon, on sort en premier sur Google My Business. En SEO, on n'est pas trop mal. Et après, forcément, notre réseau nous ramène du business local, donc voilà. Trop bien. Et en plus, vous avez lancé votre chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, en tout cas votre podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que là, on est justement dans un podcast et d'habitude, c'est toi qui es à ma place puisque c'est toi qui interviewe les personnes. Alors, on interview, on parle aussi, en fait, le podcast s'appelle Décroche ton téléphone. De base, en fait, c'est donc moi, Alexis et un troisième pote qui s'appelle Romain qui a fondé HTW Marketing, un organisme de formation. On avait des conversations business, on tournait en rond et à un moment, on s'est dit, punaise, ça se trouve, ça pourrait intéresser des gens, ce dont on parle, donc c'est assez prétentieux, mais en l'occurrence, on s'est dit pourquoi pas, autant se faire plaisir en faisant ça. Ça permet d'un gros contenu, de faire des shorts, faire du contenu de communication pour bosser notre personal brand. Et du coup, ouais, on sort un épisode tous les 15 jours, soit modèle discussion sur une thématique, soit modèle interview. Et on tourne ça à Lyon. Et le contexte, on accompagne, on parle de sujets qui intéressent les entrepreneurs en croissance, pas pour passer de 0 à 1, parce qu'il y a pléthore de podcasts sur ça, et c'est très bien, et c'est pas tant ce qui nous intéresse, mais plutôt comment passer de 1 à 10. On est plus en posture d'apprenant que donneur de leçons sur ça, parce qu'on apprend nos expériences, on fait des tests, et en plein podcast, par exemple, on a réussi à convaincre Romain de se mettre à davantage déléguer son opérationnel et sa partie commerciale, et on réfléchit sur des sujets en direct, sur les prochaines problématiques. Par exemple, on a la problématique de pricing, comment tu penses ton pricing dans nos types d'entreprises, et on vient avec plein de questions, plein de sujets. Et ça fait des podcasts assez intéressants. On fait pas non plus énormément de vues pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre des gens qui ne nous connaissent pas des fois, qui nous disent j'ai écouté ton épisode et du coup, je t'ai contacté. Ouais. Et on a rentré notre premier client grâce à ça. Mais c'est avant tout plaisir. Ouais. On s'éclate à faire ces podcasts et ça nous fait du contenu. C'est sympa, ça structure nos pensées. Le fait de les exprimer, on structure nos pensées. Et on fait des belles rencontres aussi. Parce que les épisodes, c'est tous les 3 avec un invité en plus, c'est ça le plus souvent? Ou ça dépend? Ouais. Soit c'est Free Talk à 3, on a une thématique, on parle dessus. Soit on a un invité. Dans ce cas-là, c'est soit on est 3 avec l'invité, mais c'est souvent plus 2 personnes avec l'invité pour éviter de déséquilibrer trop la chose et répartir un peu la discussion. On tourne le prochain épisode mercredi prochain. Et là, typiquement, moi, j'interviens pas avec l'invité, mais je serai sur... Il y a une interview et après, on va faire un free talk sur un sujet qu'il faut déterminer. Ok. Donc tu seras sur place. Ouais, c'est ça. Et on est pas très loin. On est dans le 6e, donc voilà. Super. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de justement ton rythme de travail? Toi qui gères une boîte, qui manage des équipes,
comment tu t'organises à l'échelle d'une semaine? À quoi ça ressemble la semaine type de William? Ouais, alors, ce qui est marrant, À part soulever du placo. Ouais, alors ça, c'est pas toutes les semaines, ça c'était assez exceptionnel. Là, c'est bien mieux aujourd'hui mon rythme de travail. Avant, j'étais dans le recrutement, tu peux toujours en faire plus. Donc là, il y avait aucune limite. Donc j'attaquais au bureau à 9h et en fait, tu pars du bureau à 19h, mais en fait, tu continues à bosser chez toi le soir et le week-end, tu as un peu de temps pour sourcer. Là, ce qui est cool sur le modèle d'aujourd'hui, c'est que j'ai mes rendez-vous récurrents. Donc, typiquement, le lundi matin, je sais que de 9h à 11h, grosso modo, je suis en point hebdo avec Alexis, où on a tout un ordre du jour à dérouler. Donc, c'est récurrent, rendez-vous récurrent. Et après, on a des slots de gestion client. Et je sais que tous les lundis à 17h, je gère le client A, 18h le client B. Donc, ça, c'était vachement le cas avant. Vu qu'on a beaucoup délégué l'opérationnel, j'ai beaucoup moins de gestion client. Et après, c'est au flow. Ça se remplit petit à petit d'appels avec des clients. Grosso modo, j'arrive vraiment à bosser maintenant sur des horaires ouvrés classiques, 9h-18h. Et en fait, je bosse de moins en moins le week-end, le soir, sur un modèle un peu entrepreneuriat classique. Ce qui fait vraiment une différence par rapport à avant, où avant, vraiment, dès que j'avais un temps libre, j'étais sur ça. Donc, c'est l'entrepreneuriat un peu plus équilibré, on va dire. Mhm. Et chaque heure est mieux utilisée qu'avant, alors qu'avant, je rajoutais. Voilà, après moi, mon agenda, ça, c'est la culture Convertix. On est maniaque de l'agenda. Nos agendas font peur en général parce qu'on a des codes couleurs. Chacun un peu le sien, il faut qu'on uniformise ça. Mais de 9h à 18h, ton agenda est timé par créneau de 1 heure à 30 minutes, 1 heure, voire 15 minutes. Je plaide coupable. Tu regardes mon agenda, c'est un Rubik's Cube. Bah, et en fait, c'est un peu la culture de boîte. Mais parce moi, ça que- m'aide à me repérer aussi, tu vois, le fait d'avoir des couleurs oui. pour chaque type d'activité. En fait, notre modèle, c'est vraiment. Aujourd'hui, nous, ce qui nous permet d'être efficace, c'est qu'on millimètre notre manière de fonctionner. On a notre agenda prévu à l'avance on est censé faire ça, ça, ça. J'estime que ça va mettre tant de temps. Mais le plus intéressant, c'est de comparer ce que tu avais prévu, Ce que tu ce fais que tu as vraiment. réellement Ouais, fait, ouais. ce qui te permet de mieux prévoir ta semaine d'après. On invite à mettre des créneaux de battement pour pas non plus que ce soit horrible à bosser. Et en fait, on arrive à être suffisamment bien organisé pour que nos salariés puissent fumer leur semaine assez rapidement. Je pensais que tu allais dire pour fumer leur cigarette pendant la pause. Non, fumer Non, leur non, semaine. non, non, mais pas. Mais du coup, leur vendredi après, mais ils peuvent le chômer. Parce qu'en fait, le job est fini le vendredi à midi. Ça, c'est un petit arrangement. C'est pas dans le contractuel, mais aujourd'hui, en fait, ils avancent bien, ils peuvent finir plus tôt et tout le monde y retrouve son compte. Et tant que le travail est bien fait, ça le fait, quoi. Après, chacun est libre de s'organiser comme ils veulent. Mais je reste sur des horaires de bureau où je sais que je prévois mon agenda de 9h à 18h chez mon Calendly. Et c'est au fur et à mesure des besoins. Et après, en fait, la to-do list maintenant devient une to-do list à agenda. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai un plan d'action e-commerce parce qu'on a un side project qu'on veut lancer. J'ai 1 heure de réflexion fin de journée sur ça. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai beaucoup plus de temps sur ce modèle maintenant en ayant délégué. Avec le recrutement des équipes, on a réussi à bien déléguer, bien faire confiance. Ouais. Et ce qui fait que j'ai plus d'opérationnel delivery, j'ai de l'opérationnel commercial et du pilotage de structure et aussi du développement. Donc, c'est là où je m'éclate le plus. Ouais, j'ai l'impression. Non, c'est un beau modèle. Et toi, en termes de lieu de travail, parce que tu m'as parlé aussi un peu de télétravail, est-ce que toi, tu viens systématiquement ici, du lundi au vendredi Ouais, pour moi je bosser viens quasiment systématiquement. Raison une pragmatique, j'ai pas fini de retaper mon appart. Il faut que je finisse de retaper mon appart. Ça a été les travaux de mars jusqu'à juillet D'accord. 2025. Mais aussi tout simplement parce que j'aime bien le fait d'être présent ici. T'as un cadre de travail, t'as un peu cet effet, tu passes la porte du cowork, tu commences ta journée, tu la quittes. Ça me permet de plus avoir l'effet tu bosses dans ton lit avant de dormir. Ouais, L'effet entrepreneur. Tu corrèles le lieu à Ouais. l'activité. C'est-à-dire, Ouais. je viens dans les bureaux de Balade Club Vauban, c'est pour bosser. Et quand j'y suis plus, c'est pour le reste de ma vie. Voilà. Je pense que je me suis un peu cramé sur le recrutement et il reste quand même quelques traces du fait de s'être cramé, d'avoir beaucoup bossé, qui fait que aujourd'hui je suis plus un gros travailleur comme j'ai pu l'être par avant. Pourtant j'ai des meilleurs résultats. Donc tu vois, je me suis cramé pour une chose positive, c'est que maintenant je travaille moins, j'ai plus de résultats. Donc ça c'est cool. Ouais. Et ouais, dès que je quitte le cowork, je débranche le cerveau, je bosse plus le soir. Ouais. Mais peut-être qu'il fallait que tu en passes par là aussi, tu vois. Ouais. Que tu cette période un peu hustle.
Ouais. pour aussi structurer, construire la boîte. Ouais. Et que, tu vois, tu as du savoir que tu n'avais pas il y a quelques années. Donc, tout ça, ça joue aussi, tu vois, le fait d'avoir des équipes, que, tu vois, si tout ça soit en place, tu peux te permettre aujourd'hui de lever un peu le pied. Ouais. Parce qu'aussi, le système tourne mieux. Mais je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Et après, parfois, le fait de s'acharner, de vouloir toujours en faire plus, on sait bien que c'est contre-productif Ouais, à partir d'un certain point. Mais tu vois, c'est à chacun de placer son curseur. ouais, j'aime bien pousser un peu les choses à l'extrême pour apprendre les C'est leçons. ça. Et tu vois, typiquement, le fait de m'être cramé, ça me pousse à me rendre compte que je veux pas cramer mes équipes. Sans non plus être trop smooth, je suis exigeant envers les équipes, mais enfin, je suis compréhensif parce que du coup, moi, j'ai poussé un peu loin et j'ai craqué la corde de mon côté. Le fait d'être, tu vois, typiquement, quand j'ai lancé Convertix, j'ai jamais été à fond. Dans le sens où j'ai pas bossé après 20 heures sur Convertix ou la partie ads. Mhm. Mais parce qu'en fait, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire entre 9 h et 19 h. Ok. Donc en fait, j'ai pas eu à bosser le week-end ou le. Je sais que mon associé Alexis, lui, va typiquement prendre une après-midi en semaine et va le compenser sur le week-end. Moi, je le fais assez peu. Mhm. Je fais en sorte de pas avoir. J'optimise ma manière de fonctionner pour pas avoir à bosser en dehors des horaires ouvrés classiques. Ok. Mais c'est une décision, mais c'est aussi. J'ai pas la volonté de bosser en dehors de Ouais. ces horaires. Ouais, ouais. On arrive à faire sans. Donc c'est cool. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Longue vie à Convertix, en tout cas. Je te propose qu'on prépare la phase d'atterrissage de cette entrevue, William, Ouais. avec les 2 dernières questions sur le futur du travail. Donc d'abord, au niveau dans votre secteur d'activité, Ouais. des campagnes publicitaires digitales, ce qu'on appelle les ads communément. Ouais. Comment toi, tu entrevois l'avenir là, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment? Comment tu vois la suite? Spécifiquement aux ads, du coup. Ouais, déjà. Alors déjà, l'omniprésence de l'IA absolument partout, ça c'est certain. Aujourd'hui, ce qui était une compétence devient une commodité. Donc typiquement, je pense la partie pilotage, construction de campagnes publicitaires, là où avant on se faisait les agences avaient l'avantage de dire on sait le faire, vous savez pas le faire. Aujourd'hui, toutes ces choses comme le développement, ça devient une commodité, c'est accessible à tout le monde. Tu sais pas lancer, tu sais pas configurer un pixel sur Facebook, tu vas demander à ChatGPT de te faire un pas à pas, tu sauras le faire. La bonne nouvelle, c'est que nous, on aura toujours du travail à mon avis, parce que une fois qu'on s'est dit ça, nous, on fait gagner soit du temps, soit de l'argent, soit on déresponsabilise les gens en prenant la responsabilité. Donc il y a des gens, même s'ils peuvent le faire eux-mêmes avec des IA, on garde quand même la capacité de le faire. Enfin, on leur fait gagner du temps. On fait sûrement la chose mieux. Et en fait, l'IA, le fait que ça devienne une commodité, c'est l'excellence qui prime. C'est-à-dire que si tu faisais juste de la saisie de mots-clés, comme font certaines agences, où l'objectif c'est juste de créer des publicités, c'est leur valeur ajoutée, ça va être automatisé. Comme la partie rédaction web est énormément automatisée. Et donc, la phase conseil à haute valeur ajoutée va primer de plus en plus D'accord. par rapport au fait d'être exécutant opérationnel. Le côté exécutant opérationnel est remplacé par l'IA. Et on le voit, nous, il y a nos rapports, par exemple, qu'on envoie à nos clients. Là où avant, on pouvait mettre 1 heure à faire un rapport, maintenant, un rapport, c'est 5 minutes parce qu'il y a plus cette question de mise en forme. La rédaction est ultra automatisée. Donc, on essaye de mettre de l'IA un peu de partout. Ce dont je me rends compte à uniquement 26 ans, c'est qu'il y a déjà des choses où j'ai du mal à accepter de mettre de l'IA. Par exemple, la relation directement client. Les agents IA, j'ai du mal à m'y mettre, par exemple. Il y a plein de petits sujets sur lesquels j'ai du mal à passer le cap sur la partie IA. Il y a tout ce que j'ai déjà pu faire. Par exemple, on a développé une extension en interne pour nos besoins, une extension Google Chrome. On a totalement développé ça avec ChatGPT. Alors qu'en fait, moi, j'ai jamais réussi à développer une extension auparavant, même en m'y intéressant. Et ça devient un outil du quotidien. Et en fait, ne pas vouloir l'utiliser, c'est prendre un train de retard. Absolument. C'est, voire plusieurs trains de retard. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de gens qui auront des trains de retard. Et les gens qui font l'effort de l'intégrer au quotidien vont devenir des super... Ça va creuser l'écart, je pense, entre les. creuser l'écart, ouais. Donc là, j'ai généralisé même un peu, mais là, tu vois, je prends un exemple tout con. Sujet bail commercial pour mon oncle qui a des entrepôts. On a besoin de sourcer une règle de loi qui permet de refacturer les taxes foncières. Là où avant, il fallait appeler un avocat qui allait sortir des règles, des lois, qui allait sûrement facturer les honoraires, plus les honoraires commerciaux, etc. 4 questions à ChatGPT, c'est réglé. On a l'article de loi, on a le papier pondu, la lettre pour le client, et c'est fait, quoi.
Donc, je pense qu'il faut foncer tête baissée dessus. Il faut perdre du temps sur ChatGPT parce que c'est en perdant du temps sur les IA qu'on va trouver la vraie utilité. D'accord. Sur des petits tests inutiles et à la fin, on y trouve du sens. Relecture de contrat, Mm. challenge de nos contrats. Voilà, j'ai fait un travail, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton aspect critique? Et de trouver des nouveaux angles. Bien sûr. Ouais, c'est vraiment une conversation. Hein. Ce sont des agents conversationnels, donc il faut les Ouais. utiliser en tant que tels, quoi. Ça s'éduque. Ça s'éduque énormément. Ouais. Donc, ouais, en fait, je pense qu'il faut l'épouser à fond pour le développement. Et donc, pour revenir à ta question de base, faut faire évoluer ces manières de fonctionner. Les régies elles-mêmes évoluent énormément avec l'IA elle-même. Et l'avantage, c'est que tous ces outils d'IA permettent d'être plus productifs, donc soit pour délivrer plus, soit passer plus de temps en contact avec ses clients. Ok. Parce que nous, typiquement dans notre secteur des ads, il y a le côté delivery, qualité, mais il y a aussi le côté relation client. Combien de clients n'ont aucune idée de ce que font leurs consultants, n'ont pas eu de nouvelles de leurs consultants depuis longtemps, Ouais. parce que leur paradigme, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Moi, mes consultants, ils ont une lettre d'objectif avec, ils doivent être au contact des clients chaque semaine, ne serait-ce qu'un appel de courtoisie. Comment ça va l'activité de votre côté? J'ai vu telle actualité sur votre entreprise, j'espère que vous allez... La relation, c'est l'occasion d'être hyper productif pour plus capitaliste, délivrer plus de clients, voilà. Mais également de créer du relationnel, de passer plus de temps, d'avoir maintenant du temps pour aller déjeuner avec son client qu'on n'avait pas le temps de voir avant. Et ça, finalement, qui permet de garder les clients plus longtemps, qui permet Et de... tu te démarques là-dessus, justement. Sur, Ouais. Ok. Oui, parce qu'à la concurrence, ils prennent pas forcément le temps de le faire. Ouais. Pas tout le monde, hein, mais... Intéressant comme vision. Et alors, justement, maintenant, si on coulisse vers la fameuse question finale, quelle est ta vision rêvée du future of work? Tu as parlé, je reprends ton mot, la capitalisme, mais en même temps, la relation humaine à entretenir. Toi, tu serais épanoui dans quel monde demain? Dans quel monde du travail, si vraiment on élargit le spectre bien au-delà de ton activité? Pour moi, l'un amène l'autre, c'est-à-dire que sans la ressource humaine, sans les relations, il n'y a pas de succès d'entreprise dans le sens où tu gardes, je parle pour mon activité, tu gardes ton prestataire parce qu'il fait du bon taf d'un côté, mais le bon taf, je nous valorise vachement depuis tout à l'heure en disant qu'on fait du travail de qualité. J'aurais pas été fier de dire l'inverse. Il y en a bien d'autres. Je pense à des concurrents qui font du super taf. Et il y en a, il y a des concurrents, je pourrais pas leur cracher sur ce qu'ils font parce que je sais qu'ils font du super taf. Maintenant, comment dire, le côté relationnel est nécessaire, c'est ce qui permet à un client de rester avec nous. Donc, pour que l'entreprise puisse durer, moi, mon plus grand plaisir, c'est que l'entreprise fonctionne bien. C'est mon épanouissement, c'est le fait que mon entreprise fonctionne bien. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'on fasse du bon travail, il faut qu'on ait des super relations avec nos clients. C'est plus agréable pour nous, c'est plus agréable pour nos consultants. Et un consultant qui est content, c'est un consultant qui reste. C'est un consultant qui s'épanouit, qui s'éclate, qui propose des choses de plus haute valeur ajoutée. Un consultant blasé, il fait le minimum viable, il se contente du minimum, alors que quand il s'éclate, il innove, il trouve des nouveaux sujets. Je pense à Sébastien, par exemple, la dernière fois, qui s'éclatait sur un client et c'est ce qui fait que tu fais l'effort de plus le vendredi. Si tu vois passer un mail pendant que tu attends le métro à 20h, tu réponds un coup parce qu'en fait, tu es impliqué, tu t'éclates dans la boîte, tu as envie de faire ces petits efforts. Alors que si tu es dans un paradigme où les gens sont pas sympas, nous en interne, dans l'espace de coworking ou avec les clients, moins tu bosses, mieux tu te portes, quoi. Donc pour moi, c'est nécessaire d'avoir des bonnes relations, de s'éclater, quitte à couper avec certains clients ou certaines personnes en interne, s'il y a un peu cet effet, le mot est pas très beau, mais un peu l'effet pomme pourrie, parce qu'une mauvaise relation quelque part a un impact négatif et crée une vibe négative. Et inversement, quand il y a du positif, le fait de diffuser un peu sa lumière, ça peut faire un peu hippie, mais le fait de diffuser sa lumière, ça rayonne sur tout le monde et ça se reprojette sur soi-même, sur l'entreprise, sur les performances. On le voit, nos clients, on nous fait confiance parce qu'on a une attitude qui leur plaît et on nous consulte sur des choses qui sont pas en lien avec les ads. On nous dit, on veut bosser avec vous sur tel sujet. On leur dit, c'est pas notre cœur de métier, mais on a d'autres prestataires, mais avec eux, il n'y a pas cette... vous venez pas en présentiel. Ouais. Donc voilà. Donc le côté relation humaine est super important et c'est au service de la performance. Le bien-être des collaborateurs, le bien-être des clients, le fait d'être typiquement à balade... on a des super sièges, on a des écrans de partout et ça c'est bête mais c'est différenciant. Et quand on se fait piquer sa chaise, on a les boules. Mais non, ça se passe super bien et tout cet ensemble de bien-être font qu'il y a des questions qui se posent pas.
on sait qu'on va faire on sait on a des bonnes conditions pour Vous êtes bien dans les bonnes bosser, conditions, ouais. et on est avec les bonnes personnes et sur la bonne attitude. Et l'attitude est super important. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on reste sur ce mot final, attitude. J'ai bien aimé l'idée de, qu'est-ce que tu as dit, refléter sa lumière tout à l'heure. Notre mission chez Convertix, c'est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. C'est repris de je ne sais qui, tu pourras peut-être mettre la citation, ça fera du travail en plus pour le montage. Ouais. Mais vraiment diffuser cette positive attitude et que ça puisse rayonner auprès de tout le monde. Ok, c'est un très beau message de fin, William. Merci pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Ciao, ciao. Ciao.